De manière générale, l'argument est de dire, écoutez, nous avons, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre Fofana, nous avons des ressources dans notre sol, dans notre sous-sol, nous avons des ressources locales et il s'agit de les transformer localement. De ce point de vue-là, je n'ai pas de problème avec l'argument politique. Il me semble tout à fait légitime de vouloir finalement s'occuper de ses propres matières premières. Passons maintenant à l'argument économique qui, à l'instar de Philippe, me pose un peu plus de problèmes. Est-ce qu'il est pertinent économiquement d'opérer cette intégration en aval? Alors, je n'en suis pas convaincu, mais lorsque je dis ça, je ne dis absolument pas que c'est par nature une mauvaise solution. J'affirme que cette transformation ne peut pas être un modèle de développement économique. C'est du cas par cas, c'est pays par pays, et c'est matière première par matière première. Cette prudence, je voudrais la justifier en 4, voire 5 points. Premier point, il faut se rappeler, vous parliez des fruits, Monsieur le Premier ministre, il faut se rappeler que toute transformation n'implique pas nécessairement de générer de la valeur ajoutée. Pensez à la tomate marocaine, pensez à l'ananas, le transformer, ce serait quoi? Ce serait faire des boîtes de conserve, et là, il y a de la perte de valeur. Et je voudrais souligner toute la pertinence de la stratégie africaine au regard de l'ananas. On est un peu éloigné de nos problématiques, mais le Costa Rica domine, je parle sous votre contrôle Philippe, le Costa Rica domine le monde de l'ananas, 90% de la production mondiale, mais l'Afrique a réagi les pays africains ont réagi de manière tout à fait intelligente en ne s'engageant pas dans une politique des volumes, mais en s'engageant dans une stratégie de différenciation par la qualité, valorisant de l'ananas de goût, par transport avion, et ça, ce n'était pas de la transformation, c'était une stratégie tout à fait avisée pour, vous me pardonnerez l'expression, décommoditiser, sortir d'une lecture matière première de cette ressource. Deuxième point que je voudrais évoquer, que vous avez évoqué, Monsieur Fofana, qui est que la transformation des matières premières implique une mutation des avantages comparatifs. Transformer de la bauxite en alumine et plus encore de l'alumine en aluminium, c'est avoir de l'électricité. Et donc derrière l'idée de on a de la bauxite et donc naturellement on va aller vers de l'alumine et naturellement on va aller vers de l'aluminium, attention, il faut absolument de l'électricité. Je rappelle que la Chine a investi de manière considérable sur la génération électrique, bien évidemment, mais sur le processus d'électrolyse qui permet de transformer l'alumine en aluminium. Et de ce point de vue-là, la Chine domine le monde, elle domine les pays occidentaux et de loin. Donc, dans cette négociation internationale, Monsieur Fofana, peut-être que finalement, l'idée n'est pas tant de dire, écoutez, regardez, nous vous offrons ces infrastructures de génération électrique, mais peut-être que la question est de dire, non, mais venez accéder à la bauxite, accéder à l'alumine, par contre, aidez-nous, évidemment, à avoir un secteur électrique très puissant qui va servir, évidemment, les alumineries, mais qui va servir l'ensemble des populations. Troisième argument, j'essaie d'être rapide, Philippe a insisté là-dessus, transformer, c'est peut-être de la valeur ajoutée, mais il faut raisonner non pas en statique, mais bien en dynamique. Et transformer, c'est souvent passer d'une matière première, la bauxite, à une autre matière première, même si c'est un produit complexe. L'aluminium reste une matière première et peut-être plus encore ce que j'appelle une commodité, c'est-à-dire une matière première financiarisée, et ce qui est en train de se passer d'ailleurs pour l'alumine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en réalité deux prix volatiles, et si vous avez deux prix volatiles, vous avez une marge de transformation qui est instable. Et ça, fondamentalement, c'est un problème puisque votre développement économique, lui, a besoin de ressources stables. Alors, ce n'est pas rédhibitoire, mais ça veut dire que dans cette politique de transformation des matières premières, il faut développer des outils de gestion de cette instabilité. Il y a les fonds souverains qu'évoquait Philippe et qu'évoquait Monsieur Fofana, mais il y a de manière beaucoup plus pragmatique la question de l'accès de l'Afrique aux instruments techniques de gestion du risque de prix, à savoir les produits dérivés. Je crois qu'on ne parle pas suffisamment de la question de l'accès à ces contrats à terme, de l'accès à ces options qui permettraient justement de gérer cette instabilité de la marge de transformation. Alors c'est une problématique africaine, mais c'est également une problématique en matière d'Europe continentale, puisque ces marchés financiers se situent aux États-Unis et de plus en plus
en Chine. Donc, on parlait d'infrastructures de transport, on parlait d'infrastructures électriques, énergétiques, pardon, mais il faut des infrastructures bancaires puissantes et résilientes, ce qui d'ailleurs amène à la problématique du financement que vous évoquiez. Dernier point que je voudrais évoquer. Lorsque l'on parle de cette transformation, plus précisément de cette intégration en aval, on a très souvent, et c'est légitime, une lecture industrielle. Mais n'oublions pas que dans cette chaîne de valeur des matières premières, il y a un acteur absolument incontournable, mais qui reste très discret. C'est le négociant, c'est le trader physique en matières premières, qui a la capacité, c'est bien plus qu'un intermédiaire, il a la capacité à réconcilier dans le temps et dans l'espace les acheteurs et les vendeurs de matières premières. Son rôle est déterminant et il a une capacité intrinsèque à gérer cette instabilité des prix. Et j'observe qu'il y a, in fine, peu de négociants en matière première africains, et j'observe qu'il y a peut-être peu, mais je ne suis évidemment pas dans les débats, qu'il n'y a pas de réflexion stratégique sur certains pays africains pour précisément développer cette activité de négoce. Je rappelle, et je terminerai là-dessus, que la marge, la valeur ajoutée que l'on évoque, c'est une valeur ajoutée industrielle, mais c'est également une valeur ajoutée commerciale et qu'il convient également de la capter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gégourel. On assiste là quand même à un débat qui est assez classique entre la volonté politique et la prudence scientifique, d'une certaine manière, hein, où vous nous indiquez l'un et l'autre quand même un certain nombre de complexités et de difficultés, et nous voyons bien que il y a naturellement des questions qui sont des questions d'infrastructures. Vous parlez des infrastructures financières, bancaires. On voit bien qu'il y a un certain nombre de conditions générales qui sont très puissantes. Mais il n'empêche que quand on a la richesse du sous-sol, est-ce qu'il y a d'autres stratégies possibles que d'essayer de valoriser ces richesses pour essayer de faire en sorte que la création de valeur soit une création de valeur qui puisse servir le développement du pays, la cohésion sociale, etc. Donc, je renvoie à la question peut-être maintenant à Philippe Chalmin sur les diversifications possibles. Au fond, comment diversifier, comment faire en sorte qu'on puisse avoir une stratégie matière première, mais en même temps une stratégie de diversification. Et ensuite, peut-être, on y reviendra, et j'interrogerai M. Fofana sur ce sujet, quels sont les types de partenariats? Y a-t-il des partenariats possibles avec des concurrents? On voit la Chine très présente en Afrique, on voit qu'elle est aujourd'hui très concurrente avec la bauxite pour la Guinée. On voit bien qu'il y a sans doute des attentes qu'on pourrait formuler sur qu'attendons-nous des partenaires de l'Afrique aujourd'hui pour essayer de contribuer au développement. Donc, les deux perspectives en dehors de cette problématique matière première dont on mesure un certain nombre de contraintes, mais dont on mesure aussi les exigences, il y a cette logique de diversification et puis cette logique de partenariat qui peuvent peut-être être des perspectives de politique qui peuvent venir dans l'objectif naturellement de cohésion politique que souhaite tout Premier ministre qui respecte sa propre fonction. Monsieur Chalmin. Oui, alors, il n'est pas question pour un pays comme la Guinée, que nous prenons en exemple, et qui est doté effectivement de ressources minières considérables, de s'asseoir et de ne pas les exploiter. Maintenant, j'ai eu cette interrogation il n'y a pas très très longtemps pour l'un des seuls départements français où l'on a une production minière, enfin qui est un territoire français, qui est la Nouvelle-Calédonie, où se pose exactement la même question. Faut-il exporter du minerai de nickel ou faut-il engager tout un processus de transformation pour sortir du nickel propice à l'introduction dans les batteries électriques, ce qui est un des nouveaux marchés du nickel. La Guinée est assise sur des réserves considérables, vous l'avez dit,
bauxite, le minerai de fer de Simandou qui nous fait tous rêver, etc. La vraie question que je pose, c'est est-ce que la rente de la bauxite peut être mieux valorisée qu'en allant vers l'aval, sachant, et ça Yves Gégourel l'a souligné, que le cas particulier quand même de la filière bauxite-aluminium, c'est que l'aluminium, c'est de la bauxite, mais c'est avant tout de l'énergie. Et que la production d'aluminium, elle se justifie dans les lieux où l'on a une énergie peu chère et si possible quand même largement décarbonée. C'est pour ça d'ailleurs que produire, quand on voit que 55% de l'aluminium mondial est produit en Chine, à 80% à partir d'une énergie produite et d'une électricité à base de charbon, c'est une aberration totale. Par contre, que l'on fasse de l'aluminium en Russie à partir de ressources hydroélectriques, que l'on fasse de l'aluminium dans le golfe arabo-persique à partir des gaz d'échappement, des gisements de pétrole et de gaz qui ne seraient pas autrement valorisés, ça a du sens. Est-ce que cela peut avoir du sens? Et ça peut être un élément positif, de développer les ressources hydroélectriques guinéennes avec cette valorisation électrique en transformation en aluminium et en même temps en permettant d'irriguer. Et là, vous pouvez avoir effectivement un effet tache d'huile autour de l'électrification de la Guinée. Maintenant, l'économiste, mais en fait surtout l'historien que je suis, constate que les vrais développements économiques, les vrais moments où on a eu décollage, que ce soit d'ailleurs, souvenez-vous, les tigres et les dragons dans les années 50, 60, 70, ça s'est fait quand même sur la base des activités industrielles à forte intensité en main-d'œuvre. À la limite, c'est moins les grands projets que la cottage industry. Regardez aujourd'hui des pays qui affichent des taux de croissance réguliers très forts et qui n'avaient pas spécialement d'avantages comparatifs. Regardez le Bangladesh, qui est devenu quasiment le leader mondial de l'industrie du vêtement. Regardez l'Éthiopie sur le textile et la chaussure. C'est peut-être là que se trouve la réalité, je dirais, d'un tissu industriel et d'un tissu industriel entrepreneurial et local. Moi, il me semble, et malheureusement, j'ai les exemples que nous avons, que la Guinée s'engage dans la transformation en alumine, pourquoi pas? En aluminium, permettez-moi d'être beaucoup plus sceptique, ce d'autant plus, et ça, Yves l'a tout à fait fait remarquer, c'est que nous nous trouvons dans une situation dans laquelle la valeur ajoutée entre bauxite et aluminium, qui est beaucoup plus faible puisque je dois intégrer les coûts de l'énergie, j'ai des coûts de l'énergie qui sont variables. Si vous installez, et je pense que ça peut être une solution aussi, une unité de regazéification et donc d'importation de GNL, le prix de ce GNL, il est lui aussi instable. Donc on rentre dans une multiplicité d'instabilité. Certes, mon cher Yves, on peut utiliser les marchés dérivés, mais à la fin du jour, il y aura toujours quand même un risque quand on est en bout de chaîne. Donc, là-dessus, je prendrai un autre exemple. Normalement, un producteur de pétrole, on pourrait se dire, je vais aller plus loin, je vais raffiner mon pétrole, et donc je vais exporter de l'essence, du gazole, etc. En réalité, on sait très bien que la marge de raffinage est tellement instable que d'ailleurs, on a vu quasiment disparaître l'industrie du raffinage en Europe. Je vous rappelle d'ailleurs aussi que l'Europe a vu disparaître aussi son industrie de l'aluminium. Si l'aluminium était une activité rentable, il n'aurait pas disparu en Europe. Je vous parle de mes vallées pyrénéennes. Dans les Pyrénées, nous avions de l'hydroélectricité, nous avions
Et nous avions une industrie de l'aluminium. Elle a disparu. Nous sommes confrontés d'ailleurs actuellement à un scandale financier au Royaume-Uni autour du groupe Gupta. Ce groupe Gupta, c'était lui qui avait repris et qui était le seul repreneur, quasiment pour €1 symbolique, de l'aluminerie de Dunkerque. Et qui était le dernier grand producteur d'aluminium de l'Union européenne, la Norvège n'en faisant pas partie. Mais je peux vous dire que je ne suis absolument pas sûr que des projets de cette nature à très forte intensité capitalistique et à faible intensité en main-d'œuvre, je ne suis même pas sûr que leur impact en termes de dilution, l'idée qui avait été celle du développement de l'Algérie dans les années 60, Gérard de Bernis, c'était l'industrie industrialisante. Je ne suis absolument pas sûr que ce modèle, qui était le modèle aussi de l'URSS stalinienne, que ce modèle soit un modèle intéressant pour valoriser cette chose que vous avez et qu'il faut bien entendu exploiter le mieux possible, c'est-à-dire la rente de la bauxite, du minerai de fer, de l'or. J'ai oublié de dire que je partageais totalement, par contre, votre analyse sur l'agriculture, et Yves a tout à fait raison. Le modèle de l'ananas du Costa Rica est un modèle, c'est totalement dramatique. Le Costa Rica fait 70% des exportations mondiales d'ananas. Quand vous mangez de l'ananas en France, vous avez toutes les chances de trouver du Costa Rica. Si vous voulez de l'ananas africain, c'est quasiment inexistant. Et donc, là, sur les fruits, probablement avez-vous des potentialités importantes, et je partage totalement de ce point de vue-là votre optimisme. Merci, Monsieur Chalmin. Je donne tout de suite la parole à Monsieur le Premier ministre, et notamment pour lui demander comment il replace ses réflexions vis-à-vis des partenaires de l'Afrique, ce dont on parlait tout à l'heure, et notamment l'Europe, la Chine. Comment on peut envisager de faire évoluer ces partenariats? Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter compétition et coopération? On voit bien que, par exemple, la Chine demande souvent aux Européens d'avoir des stratégies en pays tiers pour des stratégies communes. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction? Comment voyez-vous ces partenariats? Et j'espère, Monsieur le Premier ministre, que votre volonté et détermination n'est pas trop effrayée par les menaces d'instabilité que le professeur Chalmin nous a légitimement rappelées. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais rapidement réagir aux propos pour noter que ce n'est pas des arguments politiques qui prévalent dans notre approche d'aller vers l'industrialisation. Dois-je rappeler que dans l'histoire de la civilisation du monde, il y a peu d'exemples, ou pas à ma connaissance, de pays qui soient allés à une croissance forte, soutenue, sans industrialisation. Je n'en connais pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que nous parlons de ressources non renouvelables. La bauxite, elle finit. Quelle est, d'un point de vue d'une exploitation rationnelle de la ressource comme telle, une ressource qui n'est pas renouvelable? Ce n'est pas l'air, ce n'est pas l'eau. Quelle est la meilleure utilisation optimale entre l'extraction primaire ou l'industrialisation? Je crois savoir que nous avons intérêt, je vous ai donné des chiffres, en disant qu'il faut 2 tonnes de minerais
de bauxite pour faire 2,5 tonnes pour faire l'aluminium. Et les prix vont de $40 la tonne de bauxite à $300 la tonne, malgré la volatilité. Ça va dans le cours des choses, dans l'ordre des choses. Si on ne fait rien, on reste indéfiniment matière première, exploitant de matières premières. C'est totalement inadmissible. Et d'un point de vue de la création des opportunités, de l'intégration de l'économie, la seule extraction minière, vous l'avez rappelé, elle est essentiellement capitalistique. Elle ne donne pas de valeur, pas suffisamment de valeur. Ce n'est pas une option pour le pays. Je tiens à le préciser. J'en viens maintenant au partenariat, au type de partenariat. On nous fait souvent, Monsieur le Premier ministre, le reproche ou le procès de tout donner aux Chinois. C'est un mauvais procès. La Chine a une stratégie de coopération avec nous. L'Europe, depuis la crise de la dette, souvenez-vous, n'en a plus. Je me souviens de la conférence de la Baule au temps de Mitterrand où il a été décidé il ne convient plus de faire du prêt à ces pays, il faut des dons. Comme résultat, l'investissement privé s'est détourné de l'Afrique. Les conséquences, nous le vivons aujourd'hui. L'Europe, à quelques exceptions près, est totalement absente de la scène africaine. L'investissement, la Chine a pris la place parce que la Chine a une stratégie. Qu'est-ce qu'elle fait avec nous? Elle vient avec du capital. Elle mise sur vos matières premières. Vous vous engagez dans un partenariat à long terme. Dois-je relever que ce partenariat à long terme est déjà une réponse à la volatilité des marchés? Je dois noter, par exemple, que pour la Guinée, notre économie s'est montrée résiliente face au coronavirus, avec un taux de croissance des plus élevés en Afrique en cette période. Nous approchons les 6%. Pourquoi? Parce que l'essentiel de nos recettes d'exportation vient de la bauxite. Et l'essentiel du marché de cette bauxite, c'est la Chine, avec laquelle nous sommes engagés dans un contrat commercial à long terme. Donc, très peu sensible à la fluctuation du marché. La Chine a une stratégie, l'Europe n'en a pas, comme ensemble. Donc, on fait un mauvais procès à la Chine et à l'Afrique. La réflexion du professeur de dire profitez de l'occasion de l'exploitation pour résoudre vos problèmes d'équipement, notamment énergétique, c'est vrai. Mais nous voulons aussi être très attentifs à la réalité économique. Éviter le système de troc qui, dans la période de la guerre froide, a beaucoup pesé sur les différentes économies. Vous avez cité l'Algérie, c'est un peu cela. La Russie, l'Union soviétique à cette époque, a engagé des partenariats très peu crédibles d'un point de vue économique et qui ont abouti à enfoncer les pays dans la dette publique. Nous faisons attention à cela. Dans le cas de la Guinée, nous avons par exemple négocié un package de financement de 20 milliards de dollars destiné à régler nos problèmes d'infrastructure. C'est une espèce de gage pour la Chine qui, sans aucune exception, sans aucune préférence,
a eu droit, sur les bases totalement transparentes, à nos gisements, à certains gisements de bauxite, et qui a même ces gisements de bauxite, l'exploitation de ces gisements de bauxite permet de garantir le remboursement de ces 20 milliards au fur et à mesure qu'on les tire. D'un côté, mais c'est des opérations qui semblent être, qui se croisent, mais qui sont différentes. Totalement différentes dans la mesure où le contrat d'exploitation de conventions minières données aux Chinois sont sur des bases conformes à notre code minier, donc pas d'exception. L'emprunt auprès de la Chine s'est fait de manière totalement différente. La seule possibilité, la Chine a cherché à aligner notre politique de revenus pour ne pas nous endetter de manière déraisonnable avec notre politique d'endettement. C'est le seul lien. Résultat, nous avons des investissements de centaines de millions de dollars qui approchent maintenant les 2 milliards de dollars, sont venus de Chine. Nous avons ce portefeuille de 20 milliards de dollars qu'on ne tire pas immédiatement, qu'on tire pour des raisons de prudence macroéconomique au fur et à mesure que la viabilité de notre service de la dette le permet. Voilà un partenariat à long terme qui, quoi qu'on dise, semble absolument pertinent parce que une réponse indirecte à la volatilité des marchés et à l'incertitude des marchés. Voilà à ce stade, Monsieur le Premier ministre, ce que je voudrais répondre aux deux questions, deux commentaires des éminents professeurs. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vais demander à Serge de Gallet maintenant que les questions qui nous sont posées par nos participants. Alors, beaucoup de questions, des réponses ont déjà été apportées au fil du débat. Beaucoup de questions sur la Chine, bien sûr, et le Premier ministre vient de donner des réponses. Il y a une idée qui a été exprimée dans les questions, c'est celle de la coopération triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et la Chine, mais pas seulement la Chine, mais aussi les pays du Golfe, et pas seulement les produits miniers, mais également les produits agricoles qui peuvent être développés à grande échelle en Afrique pour répondre aux besoins africains et pour être exportés. Donc la question, c'est quelle est la possibilité, le réalisme d'une telle coopération triangulaire où on peut à la fois avoir dans l'un des sommets du triangle le savoir-faire et dans l'autre sommet, l'autre pointe du triangle, avoir une demande, que ce soit minière ou agricole. Deuxième sujet, c'est sur l'agriculture. Justement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, la Guinée dispose de ressources très importantes. Est-ce que, grâce à la rente minière, il n'y a pas un effort tout particulier à faire pour développer l'agriculture avec tous les aspects positifs que cela suscite? Troisième série des 4 séries de questions, c'est l'environnement, l'écologie. Le professeur Chalmin a rappelé que peut-être vous aviez un avantage comparatif en matière de mode de production de l'électricité. Et si il y a un marché du carbone, on peut à la fois avoir une localisation en Guinée et le respect des règles du marché. Donc, mais plus généralement,
comment vous intégrez dans vos objectifs ceux de la lutte contre le dérèglement climatique. Et enfin, c'est une question qui n'est pas au cœur du sujet, mais qui se pose également, c'est que, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, l'industrialisation est la base de la croissance, du développement, mais il y a également un tertiaire qui lui-même peut être productif, et notamment grâce à la numérisation. Dans ce domaine, comment la Guinée voit les actions à mener et les politiques pour mener ces actions. Voilà les 4 séries de questions qui, à ce stade, n'ont pas reçu des réponses complètes à côté de toutes celles qui ont déjà auxquelles il a déjà été répondu. Bien, merci. Serge, il nous reste une petite dizaine de minutes, donc je pense que le mieux est de fédérer ces réponses avec la dernière intervention de chacun de nos panélistes et donc de retenir assez brièvement pour chacun d'entre nous l'essentiel un peu de ce qu'on a à répondre aux gens qui nous ont interrogés et de ce qu'on retient de ce débat. Nous laisserons le dernier mot à Monsieur le Premier ministre. Alors, je commence par le professeur Gégourel, auquel je laisse la parole à la fois pour son point de vue un peu de synthèse, mais aussi des réponses aux questions qui le motivent. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Écoutez, sur la dimension tripartite, Chine, Europe et continent africain, je serais relativement prudent. Vous l'avez évoqué, Monsieur Fofana, c'est assez terrible de le dire, mais l'Europe n'a pas de politique minière. Ce sont des politiques nationales et ce sont des politiques nationales désordonnées. Donc, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait aller sur ces logiques partenariales, même si, bien évidemment, je les souhaite. Je voudrais souligner la pertinence dans cette question de la Guinée vis-à-vis de la Chine, une forme de pertinence et d'évidence. La Chine, c'est quand même 35 millions de tonnes d'aluminium primaire sur un total de 65 millions. C'est 1 milliard de tonnes d'acier, donc il est tout à fait légitime que ce soit un partenaire essentiel. Je rajoute à ça que, à la différence des pays occidentaux, il me semble que la Chine a cette capacité à développer des stratégies de long terme parce qu'il y a probablement moins de groupes cotés et ça donne, je suis tout à fait d'accord avec vous, une stabilité dans la relation. Et puis, c'était le sens de mon propos par rapport à la génération électrique. Il y a une compétence très forte en Chine de ce point de vue-là, donc c'est peut-être aussi un moyen pour ramener de la compétence sur les continents africains. Sur l'agriculture, oui, 1000 fois oui, il faut absolument aller sur ce schéma-là. La pandémie Covid a rappelé toute la crispation internationale autour de la question de la sécurité alimentaire, avec encore une fois une problématique chinoise qui est devenue le premier importateur de céréales au monde. Donc ça, c'est une problématique qui va se réaffirmer et sur laquelle il faut aller de nouveau. Rapidement, sur l'environnement, nous ne l'avons pas forcément évoqué, mais il y a un schisme qui se produit en ce moment sur le marché de l'aluminium, avec ce marché de l'aluminium historique, qui est un aluminium carboné chinois, et puis des initiatives fortes autour de l'aluminium bas carbone. Et donc, il y a quand même une carte à jouer dans cette idée, encore une fois, de décommoditisation que j'évoquais. Peut-être que demain, l'aluminium bas carbone sera un produit technique qui ne rentrera pas dans les configurations économiques que l'on retrouve sur les matières premières. Tertiaire, enfin, j'avoue avoir plus de mal à répondre sur cette question-là, mais il y a une chose évidente qui est que dans le secteur minier, il y a une modernité absolument incroyable. On n'est plus dans une lecture 19e, il y a évidemment l'intelligence artificielle. Donc, je pense que le secteur minier peut être ce laboratoire pour favoriser toute cette haute technologie dans un pays donné, dont bien évidemment la Guinée. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Gégourel. Monsieur le professeur Chalmin, vous-même, alors, comment on ajoute de l'espoir à cette malédiction quand même comment on sort de cette malédiction, comment on la dépasse, comment on peut essayer de surmonter cette difficulté? Je crois qu'on dépasse la malédiction en ne rêvant pas.
en ne rêvant pas et en pensant que les matières premières seules vont permettre de régler tout le problème. Je crois que il n'y a pas une stratégie, il y a des stratégies. Ce que vient dire Yves Gégourel est tout à fait exact. Il y a peut-être une niche pour produire de l'aluminium propre, puisque ça devient maintenant, et vous avez de plus en plus de consommateurs de métaux qui réclament des métaux respectant un certain nombre de normes sociales et environnementales, parce que les gens qui achètent des véhicules électriques veulent aussi être sûrs que leur cobalt, leur lithium, leur nickel, etc. sera produit dans des conditions sociales et environnementales. Donc il y a probablement là des avantages comparatifs dont la Guinée peut profiter. Moi, il me semble que les deux pistes majeures, c'est oui, la piste de l'agriculture. Et la piste de l'agriculture, là encore, probablement pas autour de grands projets agro-industriels comme on les aime bien, mais beaucoup plus de véritables politiques agricoles basées sur la petite exploitation, sur le modèle de la Malaisie, de ce point de vue-là, était assez fascinant lorsque ils ont développé des structures coopératives un peu dirigées qui font et qui dominent littéralement tout le secteur du caoutchouc et surtout de l'huile de palme. Ça me paraît essentiel. Et puis, oui, d'accord, la tertiarisation, mais aussi l'industrie, je dirais ce que j'appellerais la cottage industry. Dans un des dossiers qui a été préparé et de manière grande qualité par FPI, on dit, bon, bah oui, regardez, l'Afrique produit du coton et importe des vêtements. Ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait une logique à valoriser intégralement le coton africain, mais je prends le cas du Bangladesh, qui est devenu et qui a bénéficié de cette deuxième délocalisation. L'Afrique, en général, la Guinée peut-être aussi, peut profiter aujourd'hui de la deuxième délocalisation venant de pays de l'Asie, ou notamment de la Chine, où aujourd'hui les coûts de main-d'œuvre deviennent trop élevés. Et donc, je crois qu'il y a là toute une stratégie à imaginer, sachant que la chance de la Guinée par rapport à un certain nombre de ses voisins, c'est qu'elle a de quoi mettre de l'essence dans le moteur, c'est la rente des matières premières. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Chalmin, merci, Monsieur le Professeur. Je pense que tout ceci est en effet extrêmement complexe et il est important d'avoir cette stratégie complexe, plusieurs stratégies. Je pense qu'au fond, comme disent les Chinois, là, il faut et du yin et du yang pour pouvoir avancer aussi bien de l'industrie que de l'agriculture et systématiquement, notamment faire face aux changements importants que nous vivons dans cette planétisation, je dirais, un peu du monde, puisqu'au fond, on était dans une mondialisation dont le consensus de Washington, qui en fait était la performance économique, était l'idée dominante, et nous entrons, après la mondialisation, dans cette idée où la planète devient une sorte d'humanisation de la mondialisation, où la planète, il faut la défendre parce que la défendre, c'est défendre l'humanité. Et là, à ce moment-là, les priorités, au fond, autour de l'accord de Paris, avec les exigences environnementales, avec tout ce qui fait partie aujourd'hui de cette mobilisation contre le changement climatique et toute cette force-là qui est une sorte quand même de consensus mondial qui apparaît dans un monde très divisé, un monde de guerre froide. On voit quand même Xi Jinping et Biden qui tiennent à peu près le même discours quand ils sont réunis sur les questions de développement aujourd'hui environnemental et cherchent à avoir des perspectives assez communes dans cette lutte contre la planète avec ce qu'a l'accord de Paris que n'avait pas à ce jour le consensus de Washington, c'est un consensus avec la population et avec les jeunes notamment
qui aujourd'hui poussent un peu à cette évolution. Tout ça pour dire que la révolution digitale, la révolution environnementale viennent s'ajouter, comme ça a été dit par le professeur Gevrey tout à l'heure, à nos différentes problématiques. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand on ajoute la question environnementale, la question digitale, et je dirais la question de la sécurité aujourd'hui, qui est très importante, et derrière la question de la sécurité, en Afrique, il y a quand même ce milliard de jeunes qu'il va falloir intégrer dans la deuxième partie de ce siècle, et que si on ne l'intègre pas, on le voit que c'est quand même ce milliard de jeunes qui peut fournir un réservoir terrible pour le terrorisme et pour les questions de l'insécurité. On a parlé tout à l'heure de l'instabilité. L'insécurité fait partie des instabilités que nous aurons demain à affronter. Donc, dans ce contexte global de tous ces changements, y compris sur le plan santé, ces changements qui nous sont aujourd'hui imposés, comment vous tracez votre ligne aujourd'hui pour faire de la Guinée, au fond, un pays qui à la fois valorise traditionnellement ses puissances, les matières premières et l'agriculture, et en même temps est complètement intégré à cette modernité d'un monde qui change pas mal de ses paradigmes. Je vous laisse les mots de conclusion, Monsieur le Premier ministre. Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais, avec votre permission, revenir un peu sur les commentaires portant sur la coopération triangulaire. L'agriculture, la rente minière devrait-elle supporter l'agriculture? Oui, c'est tout le sens de notre action. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous cherchons l'exploitation, la rente minière est importante pour nous parce qu'elle procure de l'argent. Maintenant, la décision liée à est-ce qu'il faut la sortie du budget, la traiter séparément pour que ce ne soit pas une malédiction pour les pays comme le nôtre, la question ne se pose pas. Il faut intégrer au budget. Pourquoi? Parce que les moyens budgétaires de l'État pour agir sur la pauvreté sont limités. La source principale de recettes, c'est cette rente minière. Elle représente environ 90%, je le redis encore, de nos revenus. On ne peut pas l'ignorer et dire on va se débrouiller autrement. Quand on sait que pour le fonctionnement même d'un État, régler les problèmes de sécurité, régler les problèmes d'éducation, régler les problèmes d'infrastructure, un minimum selon l'OCDE, et 15% de ressources, de pression fiscale est requis. Et quand on sait que pour l'essentiel, pour les pays comme le nôtre, ça vient de la mine, on ne peut pas l'ignorer. Je dois dire donc, tout ce qu'on fait, nos efforts sont tendus vers une allocation des ressources beaucoup plus sur l'agriculture, puisque grâce à cette rente minière, nous approchons maintenant, c'est l'idéal et c'est conforme à ce que le continent africain, à travers le plan de développement de l'agriculture, a prescrit aux différents États. 10% des ressources budgétaires devraient être allouées à l'agriculture. Donc, on la prend où? De la rente minière. La coopération triangulaire, elle est souhaitable. Sur les fruits, par exemple, je crois qu'il y a des exemples. L'Éthiopie le fait déjà entre les pays arabes, l'Occident et les pays africains. Sur les mines, oui, on essaie de le faire. Nous avons, une coopération avec les Émiratis sur l'exploitation minière, mais toute la technologie derrière est fournie par l'Europe et toute l'ingénierie est fournie par l'Europe. C'est un exemple de coopération triangulaire qui peut marcher. La question du programme, comment on voit ça dans une vision, je dois, Monsieur le Premier ministre, rassurer les uns et les autres que nous avons une vision. La Guinée a une vision 2040, l'horizon 2040. Et nous allons par voie de séquence quinquennale. Nous venons de finir le premier programme de développement économique et social quinquennal dont nous avons jeté les bases à Paris il y a 5 ans.
et qui a délivré toutes ces promesses, nous sommes en préparation de la deuxième séquence. On ne peut pas vaincre la pauvreté, aller vers un développement raisonnable, éviter les problèmes, les conséquences liées au développement minier, des conséquences environnementales si on n'inscrit pas l'action dans un programme global bien réfléchi. C'est le cas en Guinée. La question environnementale est au centre de tout ce que nous faisons. Nous faisons attention. Le code minier est extrêmement rigoureux sur la question environnementale pour délivrer les concessions minières à nos partenaires. Et c'est vrai, il faut l'avouer, nous sommes un peu limités compte tenu du niveau du capital humain, limité en termes de contrôle, dans le contrôle du respect des engagements des partenaires une fois les concessions signées. Mais nous y travaillons. La sécurité est essentielle, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes dans un monde où, lié au problème de développement, ou j'allais dire de sous-développement que nous connaissons, le terrorisme se nourrit et les conséquences en termes d'immigration par rapport à l'Europe, en termes d'insécurité depuis l'éclatement de la Libye, nous le vivons. Tout cela pour nous est essentiel et tout cela pèse aujourd'hui dans nos budgets. Nous faisons face à la fois à la nécessité de provisionner pour les besoins de développement et la nécessité de provisionner pour la sécurité, notre sécurité et la sécurité du monde, parce que nous sommes une part de ce monde. Tout cela, c'est des équations difficiles et nous pensons que c'est au moyen de la coopération internationale, d'abord à notre propre sein, l'intégration des États africains, nous y travaillons. C'est un moyen de régler les problèmes de sécurité. Vous voyez ce qui se passe dans le Sahel, G5, c'est une forme c'est un exemple de cette coopération pour régler les problèmes de sécurité. L'opération Barkhane a aidé aujourd'hui nos pays. Quand je dis nos pays, je parle de l'espace régional du Sahel, a aidé à limiter le terrorisme. Il faut renforcer cette coopération régionale, il faut renforcer cette coopération internationale pour régler le problème de sécurité et pouvoir créer les conditions d'un monde meilleur où il fait bon vivre pour tout le monde, où le terrorisme et les questions sécuritaires ne l'emportent pas sur la raison humaine. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup à vous, M. Fontana, Monsieur le Premier ministre. C'est vraiment important d'avoir ce message de conclusion sur la coopération. En effet, on a trop souvent vu combien l'Europe avait reculé sur des projets de coopération et qu'il est important aujourd'hui d'avoir des avancées essentielles. La sécurité en est une, elle ne doit pas être naturellement isolée puisque, comme vous l'avez développé, on voit bien le lien entre coopération, développement et sécurité. Les sujets sont complètement connectés les uns aux autres. Je voudrais vous remercier pour vos interventions, leur grande densité, de votre disponibilité, Monsieur le Premier ministre. C'est important pour nous de voir combien la Guinée, dans cette période difficile, est mobilisée sur une ligne directrice qui a une très grande force et que nous sommes heureux de pouvoir saluer. Je voudrais remercier le professeur Chalmin, le professeur Gégourel et l'ensemble de tous ceux qui ont été à la source de cette organisation de notre échange. La Fondation pour la prospective et l'innovation va intégrer ce débat à notre réflexion stratégique pour cette année 2021 sur nos relations avec l'Afrique et sur les perspectives
de développement et dans lequel nous traiterons les questions de coopération triangulaire, notamment pour essayer de mettre tous nos atouts en main au service d'un développement de l'Afrique pour les Africains. Merci beaucoup aux uns et aux autres. À bientôt et merci à tous les participants. Nous nous retrouverons prochainement dans un autre webinaire de la Fondation pour la prospective et l'innovation. Merci à tous et au revoir. Merci, M. le Premier ministre. Merci. Au revoir. Au revoir.